Bienvenue à Planète Terre. À l'émission cette semaine, on va d'abord parler de la France et d'une histoire de famille qui déchire la droite française. Dominique de Villepin et Nicolas Sarkozy, deux figures importantes de cette famille politique, sont en combat judiciaire et politique autour de ce qu'on appelle l'affaire Clearstream. Alors, on va vous raconter cette histoire du début jusqu'à aujourd'hui, en regardant un petit peu sur l'avenir, parce que ça pourra avoir une incidence sur la prochaine campagne présidentielle française. Martial Foucault, de Sciences politiques, va faire le récit pour nous. Ensuite, nous allons parler des droits humains. Comment se portent-ils dans le monde? Depuis quelques années, il y a un processus international de vérification systématique de l'avancement ou de la régression des droits de l'homme. Et l'observatoire qui collige ces données est à l'Université de Montréal. Jean-Louis Roy en est le responsable et il va venir nous dire comment ça se passe, comment on essaie de suivre les avancées et les reculs et quelle est, à son avis, la santé des droits humains sur notre planète. Et pour terminer, on revient en France, mais dans le passé, on va parler du sorcier de l'Élysée. C'est un livre de François Bazin sur un personnage de l'ombre, François Pillant, qui a conseillé François Mitterrand, qui a conseillé Jacques Chirac, un petit peu aussi Nicolas Sarkozy, des gens de gauche aussi. C'est donc un personnage qui a hanté les coulisses de la politique française. Karim Beniaklev a lu cette biographie pour nous et il va nous en dévoiler quelques bonnes pages. Alors, merci de rester avec nous pour l'heure qui suit. Et après la pause, derrière le bruit des chicanes de famille dans la droite française. Nous sommes de retour et comme promis, nous allons essayer de comprendre ce qui se passe dans une des plus grandes chicanes de l'histoire récente de la France. Vous savez que l'histoire de France est faite évidemment de grands combats idéologiques, de grands combats nobles pour des principes, mais aussi d'une série d'affrontements personnels, mesquins, entre des personnages d'une même famille politique. Et nous sommes en train de vivre un de ces combats qui pourrait nous porter jusqu'à la prochaine présidentielle, donc une bataille de famille au sein de la droite française. Et on va essayer de comprendre d'où vient cette chicane et comment elle s'est développée au cours des dernières années avec Martial Foucault. Merci d'être là, Martial. Bonjour. Martial, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal. Vous suivez de près l'actualité française, donc vous êtes en France, dont vous êtes originaire. Et on parle évidemment du combat Villepin-Sarkozy. Alors, on va commencer du début. Qui est Dominique de Villepin? Nicolas Sarkozy, on n'a pas besoin de le présenter, mais comment ont-ils été en situation l'un face à l'autre avant qu'ils deviennent l'un Premier ministre et l'autre président? C'est une longue histoire, comme la France sait parfois les construire. Qui est Dominique de Villepin? Dominique de Villepin, il faut pour un peu situer l'opposition qui aujourd'hui anime ces deux protagonistes. Dominique de Villepin, c'est un haut serviteur, un grand commis de l'État français, qui a exercé plusieurs fonctions un peu dans l'ombre, secrétaire général de l'Élysée durant le premier septennat de Jacques Chirac. Alors on lui doit des grands coups politiques, puis des coups un peu plus discutables. Il est aussi l'artisan de la dissolution ratée en 97. C'est le moment où le président décide de dissoudre l'Assemblée nationale oui, pensant remporter les élections, mais ce sont les socialistes qui remportent l'élection et Lionel Jospin devient Premier ministre. Absolument. Et au fond, c'est le grand public commence à connaître Dominique de Villepin lors de ce rendez-vous manqué. Et puis, en 2002, Jacques Chirac réélu, Jean-Pierre Raffarin nommé Premier ministre. Il décide de constituer un gouvernement et Dominique de Villepin est nommé ministre des Affaires étrangères. Et on se souvient de son grand discours à l'ONU au moment du conflit en Irak où il défend une position contre l'engagement de la France. Il se fait applaudir par le Conseil de sécurité, ce qui est rarissime. Et ce qui conduit finalement à lui donner une popularité énorme, grandissante en France, jusqu'au point de considérer qu'il serait peut-être un Premier ministre ou un présidentiable. C'est ça, parce que les années passant, Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre, commence à être usé et, comme d'habitude, lorsqu'il y a en France une désaffection de l'opinion, on fait sauter le Premier ministre plutôt que le président. Et là, il y a deux personnes qui veulent être Premier ministre, Dominique de Villepin, ministre des Affaires étrangères, et Nicolas Sarkozy, qui est le ministre de l'Intérieur, lui aussi très présent, très populaire, et dont la cote politique monte. Et donc, effectivement, on va avoir ces deux personnages qui vont animer le dernier mandat de Jacques Chirac. Et au fond, ils vont ranimer ce que la droite française sait faire de mieux, c'est créer des luttes entre des personnalités.
Jacques Chirac, Jacques Chaban-Delmas dans les années 70, Raymond Barre, Jacques Chirac de manière un peu plus feutrée dans les années 80, Balladur-Chirac dans les années 90, et là en 2000, on a le combat Sarkozy-Dominique de Villepin. Alors pourquoi Sarkozy ? Parce que Dominique Sarkozy, Nicolas, intéressant. Oui. Nicolas Sarkozy souhaitait dès le départ, dès 2002, être le Premier ministre de Jacques Chirac. Jacques Chirac, pour lui, c'était un projet impossible, inconcevable de concevoir un Premier ministre en la personne de Nicolas Sarkozy pour deux raisons. La première, c'est que Nicolas Sarkozy avait soutenu Édouard Balladur en 1995. Donc, dans la présidentielle, qui aurait pu ravir le rêve présidentiel à Chirac. Exactement. Alors, donc, comme Balladur était coupable de trahison par rapport à Chirac, ceux qui l'avaient soutenu, dont Nicolas Sarkozy, évidemment, avaient cette opprobre. Et donc, ils en faisaient un point d'honneur de l'écarter de toute position importante dans l'exécutif français. Deuxième raison, c'est que Nicolas Sarkozy, c'est un militant qui a gravi tous les échelons, avec des coups bas, des coups hauts, mais il n'incarne pas ce que la droite républicaine gaulliste admire et tend à promouvoir, c'est-à-dire les grands serviteurs de l'État. Et donc, il y avait une sorte de décalage entre l'idéal de droite et le parcours de Nicolas Sarkozy. Et tout ça, c'est un petit peu cristallisé autour d'une affaire. L'affaire dont... oui, mais d'abord, il faut dire, donc Chirac choisit Dominique de Villepin comme Premier ministre. Absolument. Et donc, Nicolas Sarkozy est ministre de Dominique de Villepin. Pendant environ 14 mois, il sera ministre de l'Intérieur de Dominique de Villepin. Et pendant cette période, on est à environ 1 an et demi de l'élection présidentielle de 2007. Et tous les deux sont en côte à côte pour essayer d'être la personne qui va incarner le mieux le projet UMP au sein de l'appareil UMP. Voilà. Mais... chose importante, Nicolas Sarkozy est le patron de l'UMP. C'est ça. Alors, tous les deux avaient voulu être Premier ministre. Dominique de Villepin l'emporte parce que c'est le choix personnel de Jacques Chirac. Tous les deux veulent être candidats à la présidentielle. Et là, c'est plus compliqué parce qu'il faut contrôler le parti de droite, le parti de l'UMP. Et Nicolas Sarkozy a, avec ses réseaux, réussi à prendre le contrôle de l'UMP. Alors, il est chef du parti alors que Chirac est président et Dominique de Villepin est Premier ministre. Alors, c'est assez particulier. Il y a un triangle de pouvoir pendant un certain temps. Mais il y a à la fois une crise, ou une course institutionnelle qui a les clés du parti. Donc Nicolas Sarkozy avec les ressources qui lui permettent de faire campagne, de mettre les bonnes personnes de confiance pour construire ce projet. François Fillon a été pendant 2 ans en réserve de l'État et à l'UMP pour construire le projet. Mais une différence fondamentale entre les deux personnages, Sarkozy et de Villepin, c'est que Dominique de Villepin n'a jamais exercé un seul mandat électoral. C'est ça, il n'a jamais été élu. Élu nulle part. Nulle part, ni élection locale, ni élection nationale. Et c'est sur ce point-là que Nicolas Sarkozy va insister en disant « Je suis un élu du peuple » et la confiance n'a encore jamais été accordée à Dominique de Villepin. Il n'a jamais fait preuve d'une quelconque aura auprès de l'électorat. Alors, c'est dans ce contexte qu'arrive une affaire qui pourrait salir Nicolas Sarkozy et dont on parle encore aujourd'hui, l'affaire Clearstream. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Clearstream, c'est le nom d'un établissement qu'on appelle une chambre de compensation installée au Luxembourg, qui sert un petit peu, je vais faire très vite, mais d'intermédiaire entre différents établissements bancaires, établissements financiers. Et cette affaire Clearstream s'est révélée dans un appareil politico-industriel, et voire même médiatique, puisqu'un journaliste, Denis Robert, a été également une des pièces de ce casse-tête juridique. En 2004, Denis Robert, parce que ça commence par lui, ce journaliste, a connaissance d'un certain nombre de listes de personnes ayant finalement comme des comptes importants dans cette chambre de compensation au Luxembourg. Alors ça sonne un petit peu comme blanchiment d'argent, comme compte important installé dans des territoires douteux. C'est ça. Donc on pense à détournement de fonds, commission occulte, etc. C'est pas net. On ne veut pas avoir son nom sur cette liste. Non. Et c'est assez intéressant parce que Dominique de Villepin est donc Premier ministre à
ce moment-là. Même avant d'être Premier ministre, il était ministre de l'Intérieur pendant quelques mois, après avoir été ministre des Affaires étrangères. Et c'est à ce moment-là que l'affaire se déclenche. Il devient Premier ministre et l'affaire devient médiatique. Les journalistes ont connaissance de ce listing où d'autres personnes politiques figurent en France. Dominique de Villepin, mais également Dominique Strauss-Kahn, a été Nicolas Sarkozy et Dominique Strauss-Kahn. À partir de ce moment-là, dans la machine politique et institutionnelle, le Premier ministre semble être au courant de ce listing. Semble. C'est tout l'enjeu du procès. Il demande à un général, le général Rondeau, d'enquêter sur cette affaire. Et pourquoi je dis affaire politico-industrielle, c'est qu'on voit très vite que ces listings sont également une connaissance du groupe EADS. Le groupe EADS, c'est une entreprise d'armement aéronautique où l'un de ses directeurs, Jean-Louis Guergorin, a été un conseiller de Dominique de Villepin. Et là, on commence à comprendre qu'il y a comme une affaire beaucoup plus importante qu'on ne le pensait, où des personnalités du monde industriel et politique sont en possession d'une information brûlante, la présence de Nicolas Sarkozy avec un pseudonyme sur ces listings. Et là, il y a deux options qui seraient présentées, c'est en tout cas ce qu'a révélé le procès. À la fois une accusation contre Dominique de Villepin de ne pas avoir référé auprès de Nicolas Sarkozy sa présence sur ce listing. Deuxième lecture, l'utilisation politique de cette information pour affaiblir une possible candidature de Nicolas Sarkozy à la présidentielle 2007. Bon, alors ce que je comprends mal, c'est que puisque le nom de Dominique de Villepin est aussi sur la liste et que le nom de Dominique Strauss-Kahn, alors tout le monde est arrosé, pourquoi est-ce que c'est plus dangereux pour Nicolas Sarkozy que pour les autres? Non, le nom de Dominique de Villepin ne figure pas sur la liste. Non, c'est uniquement Nicolas Sarkozy et Dominique Strauss-Kahn comme deux personnalités politiques françaises. Donc il n'y a que ces deux noms. Dominique de Villepin ne figure pas sur cette liste. Ah d'accord, bon, très bien. Alors, lorsque donc c'est coulé à la presse, Sarkozy réagit très mal. On dit c'est une machination contre moi, on essaie de me salir. Et ensuite, révélation, les listings sont faux. Ils ont été fabriqués. Alors, donc, est-ce que c'est... Là, on passe de l'accusation d'utilisation d'une vérité qui dérange à une accusation de fabrication d'une vérité qui dérange. Bon, absolument, c'est là où et ça arrive très très tard. Il faut resituer ça dans le contexte politique. Ça arrive très très tard dans la campagne présidentielle 2007. On est à peine un an de l'échéance de mai 2007. Et effectivement, on découvre que ce listing est une fabrication de toutes pièces par un informaticien du groupe EADS et appuyé en ce sens par Jean-Louis Guergorin, l'autre protagoniste de cette affaire. Pour quelles raisons? Là, le procès n'a pas réellement identifié les raisons profondes de cette fabrication, si ce n'est que c'était comme un élément qui allait peser dans la campagne et qui allait donner un pouvoir considérable au groupe EADS, dont les relations avec l'État sont très fortes. Et l'idée, c'est effectivement d'affaiblir, de discréditer la candidature de Nicolas Sarkozy. La question la plus importante, c'est est-ce que cela a été fait à la demande de Dominique de Villepin? Le procès qui vient de se tenir tend à dire non. Bon, alors donc, dans les étapes, finalement, Sarkozy réussit à renverser cette affaire à son avantage en disant que c'est une machination, les gens en ont contre moi, l'opinion ne lui en tient pas rigueur. Lorsqu'on voit que c'est un faux, d'ailleurs, il est exonéré. Il remporte l'élection présidentielle aux grandes dames de Dominique de Villepin et de Jacques Chirac. Et le procès, donc, contre les protagonistes, Guergorin et Dominique de Villepin, est engagé. Et là, non seulement le procès est engagé, mais comme en France, on a le droit de se porter partie civile en disant « j'ai un intérêt à ce que la vérité soit faite, donc je deviens partie civile ». Et qui devient partie civile? Le président de la République, ce qui est un fait inédit sous la Ve République. Un président de la République, deux faits inédits. Qu'un président de la République se porte partie civile dans un procès mettant en accusation un Premier ministre français. Donc ça, ce sont deux faits inédits, ça ne s'est jamais vu. Nicolas Sarkozy, partie civile, on a quitté le domaine judiciaire. On est dans le domaine du règlement politique. Et cela va avoir des conséquences sur le déroulement du procès, puisque, et je pense à l'avantage de Dominique de Villepin, il va pouvoir mettre en avant la
l'acharnement de Nicolas Sarkozy à son endroit. Et donc, il va essayer de démontrer que ce procès est un procès politique. Et je pense que finalement, cette décision de Nicolas Sarkozy de se porter partie civile ne lui aura pas été bénéfique. Attendons les résultats de l'appel, mais n'a pas été bénéfique. Deuxième élément important, c'est que pendant toute cette période, donc, Dominique de Villepin est en retrait de la vie politique française. Et l'installation de Nicolas Sarkozy va mettre sous silence tous les soutiens politiques dont bénéficiait Dominique de Villepin, les parlementaires, les sénateurs. Tout ce monde va se retrouver sous silence. Mais quand même, Dominique de Villepin commence à envoyer des signaux affirmant qu'il sera présent à l'échéance de 2012, l'échéance présidentielle. Donc, la semaine dernière, le magistrat a relaxé complètement Dominique de Villepin. Il était finalement accusé d'avoir omis d'agir pour empêcher le dégât. Finalement, c'était une accusation d'omission, qui déjà, pour certains juristes, c'est très rare que quelqu'un est accusé d'omission, d'avoir fait quelque chose. Donc, le magistrat le relaxe. Et lorsque Nicolas Sarkozy est informé de cette décision, il est de très mauvaise humeur, refuse d'ailleurs de commenter. Mais le lendemain, on apprend que le procureur de la République va en appel de la décision et Nicolas Sarkozy annonce qu'il ne sera pas partie civile dans cet appel. Alors, est-ce que c'est une décision politique? Est-ce que c'est une décision judiciaire fondée en droit? Deux éléments. Le premier, c'est qu'effectivement, il apprend cette relaxe de Dominique de Villepin le jour de son anniversaire, de ses 55 ans. Et il est choqué que les journalistes l'interrogent sur cette affaire plutôt que pour lui souhaiter un bon anniversaire. Je pense que c'est intéressant pour illustrer le personnage. Deuxièmement, relax. Cela veut dire que toutes les charges qui pèsent contre Dominique de Villepin sont levées. L'accusation est infondée. 16 heures plus tard, le magistrat, là aussi pour la première fois, un magistrat va sur une radio annoncer qu'il fait appel par conviction. Je le cite. Là, on peut s'interroger à double titre. Premièrement, est-ce que véritablement le magistrat qui agit sous l'autorité de son ministre de la Justice, qui lui-même agit sous l'autorité de son Premier ministre, qui agit sous l'autorité du Président de la République, est-ce que cette chaîne de hiérarchie a conduit le procureur Marin à faire appel? C'est une excellente question. Et je pense qu'elle traduit un point important, c'est que l'indépendance de la justice en France, elle n'est pas encore totalement garantie. Et j'en veux pour preuve la condamnation par l'Union européenne, la Commission européenne des droits de l'homme, qui a condamné la France en 2008 pour l'absence d'indépendance entre le magistrat et son autorité de tutelle. Décision de la France, elle a fait appel. D'accord. Donc là, on se tourne vers l'avenir. On est en appel. Donc l'État français fait appel contre Dominique de Villepin et les deux autres condamnés qui eux-mêmes font appel. Donc le procès se refera. Donc ça va nous porter jusqu'à la fin de l'année 2010. Il y aura une décision. Si de Villepin devait être condamné, il serait inéligible pour 18 mois, c'est ça? Absolument. Un point important, vous avez rappelé que Nicolas Sarkozy s'était porté partie civile. Et il a déclaré « je ne ferai pas appel ». Il faut bien savoir, Nicolas Sarkozy est un avocat. Il devrait savoir qu'une partie civile ne peut pas faire appel. D'accord. Il y a eu une précipitation, je veux dire. Alors, c'était avec son chapeau de chef de la justice. Certainement. Qu'il ne faisait pas appel. Effectivement, si on se replace dans quelques mois, le procès n'aura pas lieu avant la fin de l'année 2010. Si les peines qui avaient été prononcées en première instance sont maintenues, 18 mois d'inéligibilité contre Dominique de Villepin, il raterait l'élection présidentielle. Il ne pourrait pas être candidat à la présidentielle. 2012, absolument. Voilà. Et s'il est relaxé, ça veut dire qu'il pourra se mettre en campagne pour la présidentielle de 2012. Donc, l'enjeu, c'est est-ce qu'au premier tour de l'élection présidentielle de 2012, il y aura un candidat officiel de la droite ou de la droite conventionnelle, Nicolas Sarkozy, ou est-ce qu'il y en aura deux? Ce qui pourrait, évidemment, on ne sait jamais, lorsqu'il y a trop de bons candidats d'un côté du spectre politique, on ne sait pas ce qui va se passer au deuxième tour. Et donc, tout l'enjeu de ce dont on vient de discuter est là. Ben, si l'histoire politique de la droite se répète,
il y a de fortes raisons de penser qu'on aura un duel à la primaire française et que si la primaire donne Nicolas Sarkozy comme candidat, Dominique de Villepin a de fortes chances d'être dissident et se comporter comme d'autres candidats. On rappelait tout à l'heure Édouard Balladur, Jacques Chambon-Delmas, qui ont malgré tout fait campagne. Très bien. Eh bien, c'est fascinant, c'est à suivre, une belle histoire française. Et pour illustrer le propos en musique, qu'est-ce que vous nous proposez? Alors, j'ai choisi une chanson de contraste, Iggy Pop chantant Les Feuilles mortes de Jacques Prévert, chanson qui rappelle un peu le temps passé. Et je pense dans le débat qu'on vient d'avoir sur Dominique de Villepin, a-t-il tourné une page ou non, il pourrait peut-être avoir cette musique qui lui résonne sur son futur politique. Martial Foucault, professeur de sciences politiques, merci beaucoup pour ce récit. Et on écoute grâce à vous Iggy Pop qui chante Jacques Prévert, Les Feuilles mortes. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Alors, nous sommes de retour en profondeur cette semaine. Nous allons parler des droits humains en général et en particulier, et on en parle avec d'autant plus de connaissances que depuis quelques mois existe à l'Université de Montréal un observatoire des droits humains, un observatoire qui est sous la responsabilité de chercheurs de l'Université de Montréal, mais sous le parapluie de l'Organisation des Nations Unies. Alors, pour en parler, la personne qui est le maître d'œuvre de cet observatoire, Jean-Louis Roy. Merci d'être avec nous, Jean-Louis. Alors, Jean-Louis, vous êtes donc aussi chercheur invité au CRDP, le Centre de recherche en droit public, et vous êtes bien sûr membre du conseil d'administration du CERIOD. Vous avez eu de nombreuses incarnations, journaliste, diplomate international, président d'une ONG. Mais comme on n'a que 20 minutes, je ne ferai pas la liste complète. Auteur également d'essais et de romans. Karim Beniaklev, vous êtes un habitué de l'émission, mais là, aujourd'hui, vous êtes avec votre chapeau de directeur du CRDP, où vous avez accueilli ce centre. Dites-nous d'abord comment c'est arrivé que ce centre aussi important pour le suivi des droits de l'homme arrive à Montréal. Écoutez, c'est grâce à Jean-Louis Roy qui est venu nous rencontrer il y a déjà 3 ans, approximativement, avec ce projet enthousiasmant d'observatoire, puisque au même moment commençait un grand processus au Conseil des droits de l'homme à Genève d'évaluation de la situation relative aux droits de l'homme de tous les pays membres des Nations Unies. Alors c'était l'occasion rêvée de pouvoir mettre sur pied ce site web dont on parlera plus abondamment tout à l'heure et d'avoir justement, de donner accès aux étudiants, mais aussi à la communauté nationale et internationale, un accès qui n'est pas toujours facile à des documents relatifs aux droits de l'homme, aux droits de la personne, dans le cadre de ce processus. Alors Jean-Louis Roy, c'est pas nouveau que la Commission des droits de l'homme examine l'état des droits dans chacun des pays. Est-ce qu'il y a une volonté nouvelle, un peu plus mordante, un peu plus systématique pour cet examen périodique? Écoutez, Jean-François, au contraire, c'est la première fois que ça se produit. C'est la première fois que tous les pays, d'une façon systématique, même normes, mêmes critères, même finalité, subissent à l'intérieur d'une courte période de temps, 4 ans. Les 192 pays, comme vient de dire Karim, membres des Nations Unies, subissent cet examen. Tout le monde regardait ça en disant non, ça ne va pas tenir la route, la Chine, etc. Bon. Eh bien, il y a la moitié des pays qui sont passés. Tout ça a commencé en début d'année 2008. On est donc en plein milieu du processus. 2 années sont passées. 96 pays ont subi l'examen. Cet examen a grandi. Il a une maturité que personne n'avait pu imaginer. Simplement un exemple. Première session, on examine 16 pays. On met sur la table 300 recommandations pour ces 16 pays. 6e session, on examine toujours 16 pays et on met sur la table 1400 recommandations. Mais comment ça se passe? Et ça tient la route. Alors qu'avant, juste pour revenir à ce que je dis, c'est parce que c'est très très important. Alors qu'avant, dans la Commission des droits, on examinait toujours les mêmes pays. On était sur un mode très sélectif. Il y avait 12-15 pays qui étaient visés. C'était vu comme fautif. Voilà. Alors que là, tout le monde doit établir le bilan de sa politique, de ses institutions. Les Nations Unies mettent sur la table ce qu'elles savent de ce pays. Les ONG mettent sur la table ce qu'elles ont à dire sur l'état des droits. Comment est-ce qu'on réunit l'information? Est-ce que c'est des documents qui sont déposés? Est-ce qu'il y a des visites in situ? Est-ce qu'il y a Les documents sont déposés. L'État qui fait l'objet d'un examen doit
déposer un rapport. Et si on parle très rapidement, il y a 3 types de rapports. Il y a quelques rares pays qui sont fait les apologètes d'eux-mêmes et qui disent chez nous, vraiment, venez voir, c'est absolument extraordinaire. Cuba, il en est un, d'autres aussi. Ah bon? Des pays comme le Canada qui ont été très bureaucratiques, qui ont dit voici la photographie de ce qui se passe au Canada. On a des chartes, on a des ci, on a des ça. Pas beaucoup de monde, pas beaucoup de mouvement dans leurs rapports. Et puis des pays comme l'Inde, des pays comme le Brésil, qui ont fait une radiographie, qui disent c'est complexe. On a essayé des choses, on a réussi, on a échoué là, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, etc. Donc l'État remet un grand dossier. Maintenant, vous ne vous en tenez pas à la parole de l'État? Voilà, tout à côté, les Nations Unies déposent leur dossier. Les Nations Unies ont un savoir cumulé depuis longtemps, venant des rapporteurs spéciaux, venant des procédures spéciales, etc. Alors, les Nations Unies font une synthèse que le Haut-Commissariat aux droits de l'homme, ce que le Commissariat aux réfugiés, ce que la 3e commission à New York qui s'occupe des droits de l'homme, etc., les rapporteurs spéciaux, ils mettent tout ça dans un paquet qui est le savoir des Nations Unies sur le pays qui fait l'objet d'un examen. Et les ONG, nationales, régionales ou internationales, envoient les documents au Commissariat des droits de l'homme qui ont fait une synthèse. Et je voudrais rappeler quand même, les ONG sont à la table aussi. Elles ne sont pas simplement dépositaires de leur point de vue. Donc, il y a un vaste panorama pour chaque pays et pour tous les pays. Bon, alors Cuba qui disait tout va bien chez nous, il y a probablement des éléments qui viennent contredire ce beau portrait qui vient des Nations Unies et certainement d'Amnesty International. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour faire la synthèse? La synthèse, 3 pays sont choisis pour faire le lien entre le Conseil des droits de l'homme, qui va faire l'examen, qui est le lieu où se passe cet examen, les 47 pays membres, mais tout membre des Nations Unies a le droit d'y assister, qu'il soit membre ou non du Conseil. Et beaucoup d'États y vont. Beaucoup, de plus en plus, je dirais, d'États y vont. Donc, il y a 3 pays, ça veut dire la Troïka, qui prend tous ces rapports, qui rencontre le pays en question, disant dans quel ordre, etc., quelles sont vos réactions, et qui servent en quelque sorte de facilitateur au moment où l'examen se fait, ou au moment où le pays est assis devant tous les autres et doit répondre aux questions qui lui sont posées. Donc le pays peut contredire ce que disent les ONG. Un pays peut débattre. Ils le font, débattre. Absolument. Okay. Absolument. Bon, alors à la fin, une synthèse est faite et avec les recommandations. Maintenant, est-ce que le pays réagit à ça? Comment ça se passe? Voilà. Il y a donc des recommandations. Des pays en ont très peu. Le Canada en a eu 78. Considérable, le nombre de recommandations que le Canada a reçues. Le pays réagit. Le pays doit réagir. D'abord, fait un choix. Décide qu'il va accepter certaines recommandations, décide que certaines recommandations ne lui conviennent pas et, en général, s'explique quand même. Et puis, il y a des recommandations qui sont faites et le pays dit, écoutez, vous dites de changer l'article 7, on l'a fait il y a 6 mois, etc. Il y a donc un petit bloc de recommandations qui sont déjà mises en œuvre, que le pays prétend qu'ils sont mises en œuvre. Et voilà, le pays a donc des recommandations maintenant, il a la charge de les mettre en œuvre et il devra revenir dans le 2e cycle qui va commencer en 2012, dire au Conseil ce qu'il a fait des recommandations qu'on lui avait déposées. Bon, alors un pays qui valorise sa réputation de protecteur des droits humains va vouloir aller dans ce sens-là. Mais un pays qui s'en fiche va vous envoyer promener. C'est-à-dire que c'est juste un petit peu plus compliqué. Allez-y. C'est sûr que les politiques ne changent pas. Les intérêts des États, leur compréhension de leur obligation de promotion et de protection des droits évoluent peu. Sauf qu'il y a une vraie pression. Tout à coup, il y a une 40aine de pays, il y a 60 pays qui interviennent et qui disent, par exemple, la politique des droits des Autochtones au Canada, c'est un scandale. Et la Grande-Bretagne, par exemple, qui dit au Canada, voici en 5 points ce que vous devez faire dans les 10 prochaines années pour régler ça une fois pour toutes. Un pays comme le vôtre doit pouvoir faire ça. Le Mexique intervient, le Brésil intervient, le Pérou intervient pour dire au Canada, vous n'êtes pas signataire. Un des 3 pays qui n'est pas signataire de la Déclaration des droits des peuples autochtones, qu'est-ce que c'est que ça? Très bien. Plus les Canada, ONG, plus les ONG qui le Canada est une démocratie où il y a de l'opposition, où il y a des relais dans la société civile, dans la presse. Mais à Cuba, lorsqu'on leur dit que ce serait une bonne idée d'arrêter d'avoir des prisonniers d'opinion, ou en Chine, d'arrêter d'avoir des dissidents que vous emprisonnez sans procès véritable, ils vous disent... vous repasserez dans 4 ans? Mais si je me permets de rebondir sur cette question, l'évolution est marquée, Jean Leroy a raison de le signaler, c'est parce que, bon, ça ne se concrétise peut-être pas par des changements de politique abrupts,
Mais il n'empêche que ce langage des droits de la personne est devenu un langage obligé. Ouais. Autrement dit, il y a 40, 50 ans, ou même même il y a 30 ans, avant la chute du mur de Berlin, si vous disiez aux Russes, aux Soviétiques à l'époque, faites ci, faites ça, ou vous ne respectez pas, ils vous auraient envoyé promener littéralement en invoquant la souveraineté nationale, etc., en parlant des droits économiques et sociaux que défendre. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Même des pays comme Cuba ou la Chine répondent dans des termes juridiques associés aux droits de la personne. Donc il y a là une évolution marquée. Ils se sentent obligés de répondre. Ils ne disent pas tout simplement ça n'a aucune pertinence, on ne s'en occupe pas. Non, ils y répondent. Bon, est-ce que cela entraîne des effets immédiats? Non. Mais déjà, cette évolution du discours, de la rhétorique politique qui est imprégnée du langage des droits de la personne, c'est une évolution marquée qu'on ne peut pas négliger. Oui. Vous savez, Jean-François, la première partie de notre travail, Ouais. c'est de travailler sur les recommandations. La seconde partie de notre travail, c'est de travailler sur le suivi, la mise en œuvre des recommandations. D'accord. Et on prétend que ce volet de mise en œuvre va nous occuper tout autant que l'autre. C'est très difficile, c'est très complexe, mais on est en train de le faire. Et je constate, par exemple, que ce mécanisme d'examen périodique universel, par le jargon des Nations Unies, est maintenant devenu une référence au Congrès américain, est devenu une référence au Parlement européen. C'est-à-dire qu'ils utilisent... lorsqu'ils s'adressent à des pays tiers, ils utilisent cet outil en disant « Vous avez dit ceci, vous avez dit que vous étiez d'accord pour telle recommandation, Voilà. vous l'avez fait ou vous ne l'avez pas fait. » Madame Clinton va au Vietnam. Ouais. Elle reçoit une lettre d'un certain nombre de représentants de la Chambre des représentants disant « Ce pays vient de passer à l'UPR à Genève et son comportement a été complètement inacceptable. Vous devez leur rappeler qu'ils ont aussi des obligations très précises, etc. » Et ce qui fait que le mécanisme est vraiment unique. Il n'y a pas d'autre lieu au monde où tous les pays, sur des mêmes normes internationales, là aussi, il y a une reconnaissance de la norme commune. C'est assez extraordinaire. Mais ça, on a un spécialiste des normes avec nous. Je vais laisser Karim en parler. Tous les pays, donc, c'est pas un tribunal, c'est pas un lieu aussi où les citoyens auquel les citoyens peuvent s'adresser pour avoir des recours, mais il y a la pression donc de ce dialogue qui va loin dans la souveraineté nationale. Un pays se lève et dit: je veux que vous m'expliquiez pourquoi telle minorité en Indonésie a telle situation. Et le pays ne peut pas ne rien dire. Là, il y a quelque chose... Vous avez eu personne qui a claqué la porte là, jusqu'à maintenant. On croyait que l'Érythrée allait refuser de venir. D'accord. J'étais à Genève quand l'Érythrée est venue. Comme dirait mes cousins de la Beauce, ils avaient les fesses serrées, mais ils étaient là. Aucun pays n'a refusé de se présenter ou a remis en cause, au moment où il était là, la façon dont tout le processus se déroulait. Alors, je reviens un peu en arrière. La Commission des droits de l'homme de l'ONU était un peu sur le feu des critiques parce que la présidence a été assumée pendant un certain temps par la Libye. Oui. Et maintenant par... Qui préside? C'est un Belge qui est là. Il y a eu un Marocain qui a présidé avant lui, oui. Mais le fait que, donc, un des pays les plus fautifs en matière de droits de l'homme préside la C'est vous Commission... qui le dites, les pays les plus fautifs. Je ne suis pas sûr qu'au moment où il y avait la présidence de la Libye, on n'aurait pas dit des États-Unis d'Amérique qu'il y avait des prisons cachées dans le monde, qu'il y avait des tribunaux d'exception. C'est ce que ça donne... se débat, mais il y avait quand même la liberté de la presse et d'opinion, ce qui n'est pas le cas en Libye. Tous les journalistes américains au moment de la présidence de Bush ne seraient pas d'accord avec vous pour dire qu'ils étaient totalement libres. Il y a certainement eu une régression. Les citoyens ont été surveillés comme jamais on l'avait fait aux États-Unis. Vous n'allez pas dire que cette régression des droits aux États-Unis était grave, était extrêmement grave. Vous n'allez pas dire que c'était équivalent à la situation permanente en Libye sur le respect des droits de la personne. Il faudrait voir de très près qu'un grand pays qui est une des grandes démocraties du monde, se mette à surveiller systématiquement ses citoyens, fasse du profilage racial tout ouvert, mettre des journalistes en prison, manipule les médias avec des moyens puissants comme ils l'ont fait, crée des tribunaux d'exception, des tribunaux militaires d'exception. Je suis pas en train... Je ne veux pas entrer, Jean-François, dans cette comparaison. Oui, vous y entrez. Alors, le parti qui a fait tout ça s'est fait mettre à la porte aux élections suivantes. Non, il était réélu aux élections suivantes, le président qui a fait tout ça. C'est-à-dire... Il a fait 2 mandats, si je me rappelle. Oui, il a fait 2 mandats, mais enfin, d'accord, mais ça a fini par se faire mettre dehors, ce qui n'est pas le cas de M. Kadhafi. Ouais. C'est ce que donne l'UPR, le processus dont on parle. Il nous montre que partout, il y a des possibilités de régression, il y a des possibilités d'avancement ou de progrès. C'est que ce n'est pas acquis nulle part. C'est vraiment pas acquis nulle part. Vous parliez de la Chine tantôt. Moi, je me rappelle la période
où, quand j'étais à Droit et démocratie, dont on ne parlera pas ici, ce sera une superbe illustration de régression des droits dans un pays qu'on connaît tous, n'est-ce pas? Le China Labour Bulletin, ce sont les avocats auxquels s'adressent les ouvriers chinois qui ont des raisons de penser que leurs droits dans telle usine, dans telle région de Chine, etc., etc. Tout ça se faisait il y a 15 ans. Dans une opacité absolue. Il y avait des codes, il y avait des façons d'être en lien sans que personne, espérons-nous, puisse détecter moi je suis le président de ce groupe de travailleurs, j'entre en contact avec cet avocat qui va entrer en contact avec l'équipe internationale. Aujourd'hui, ça se fait ouvertement. Et les ouvriers défendent leurs droits devant les tribunaux, obtiennent quelquefois des décisions qui leur sont favorables. Les possibilités de régression et d'avancement sont partout. Mais ce qui est intéressant, c'est parce que justement, finalement, ce processus du nouveau Conseil des droits de l'homme nous permet de noter que personne n'est dépositaire des droits de l'homme. Ni les États-Unis, ni les démocraties occidentales. Tout le monde est soumis au même examen. Et des pays effectivement dits démocratiques font l'objet de critiques très sévères par d'autres pays démocratiques. L'État des prisons en France, les autochtones au Canada, le rendition, les prisons secrètes aux États-Unis, etc. Par conséquent, je crois que ce processus met en lumière la nature de plus en plus globale des droits de la personne. On ne parle plus de relativisme des droits de la personne en disant « Ah, chez nous, ça ne s'applique pas à cause de contexte culturel, historique, etc. » Non, aujourd'hui, finalement, une définition, je ne dirais pas commune, mais enfin, de plus en plus harmonisée, en tout cas, est en train de se dessiner et fait en sorte que les pays qui étaient l'objet des premières critiques s'emparent de l'instrument. Ils disent, nous aussi, après tout, et effectivement, ce dialogue devient un peu plus fécond. Parce que ce n'est pas les critiques, les maîtres d'un côté et les élèves de l'autre. Karim, le citoyen qui va sur le site, alors donnons l'adresse du site, c'est... alors l'adresse du site www.upr-epu.org upr-epu.org. On va le mettre sur la page de Planétaire sur le site du Cerium. Alors, qu'est-ce qu'il y trouve, l'internaute? Eh bien, alors, l'internaute va trouver là une mine de renseignements, parce que, alors, justement, il va retrouver les rapports déposés par les pays soumis à l'examen. Il va trouver, si je ne m'abuse, également le rapport des Nations Unies, la masse de documents, ce savoir historique. Je crois qu'il va avoir accès également aux ONG, aux rapports déposés par les ONG, et éventuellement aussi à la synthèse qui va être produite par le Vous avez Conseil. découpé par pays et par thème. On a découpé par pays, on a découpé en 80 thèmes et on a découpé par communauté. Vous voulez savoir ce que le Conseil des droits de l'homme a recommandé aux pays européens en matière de trafic humain. Vous allez Union européenne, trafic humain et toutes les recommandations apparaissent. Vous voulez savoir qu'est-ce que les pays membres de la conférence islamique se sont fait dire au titre des recommandations qu'ils ont reçues sur la situation des femmes, sur les droits des femmes. Vous allez conférence islamique, droits des femmes, et vous voyez apparaître toutes les recommandations pour les pays membres. On le fait pour 15 communautés. Et c'est en français, anglais? C'est en français, c'est en anglais. Je dis devant mon directeur, je lui dirai plus officiellement tantôt au cours de l'année, ce sera en arabe, et j'espère l'année prochaine en mandarin. Voilà. Alors, je vais vous demander, vous qui avez vu ça évoluer déjà donc depuis 2008, qu'est-ce qui vous a le plus rassuré ou agréablement surpris dans les avancées des droits dont on ne parle pas, tel pays, je ne sais pas, en Afrique ou ailleurs, vous dites, là, il y a un progrès notable qui a été fait? Je pense que ce que Karim a dit tantôt mérite vraiment d'être dit et redit. Il y a 60 ans, si on avait fait cette entrevue, 70 ans, on aurait été obligé de constater que la notion de droits humains était quelque part dans les livres des philosophes, quelques juristes, etc. Aujourd'hui, c'est à l'agenda international et ce mécanisme le prouve assez. Tous les pays sont dans ça. Il y a des institutions de droits humains au niveau national, au niveau régional, au niveau des Nations Unies. Il y a des dizaines de milliers d'ONG qui travaillent sur les droits des enfants, des travailleurs, des migrants, des femmes, etc. L'extraordinaire pénétration de l'idée de droits humains comme un ferment, un levier de changement dans les sociétés partout dans le monde. Il y a des problèmes énormes encore
dans beaucoup de pays, mais il y a partout des gens au travail. Et ce qui est intéressant dans ce processus qu'on vient d'évoquer, c'est de voir, nous, on a quelques grandes références, Human Rights Watch, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, etc. Mais il y a partout dans le monde, il y a en Asie, aux Indes, des coalitions avec 3000 associations membres qui se sont présentées à Genève et qui avaient des choses à dire sur la Grande-Bretagne. On n'avait pas vu ce genre de dialogue. On voyait nos grandes ONG intervenir sur le reste du monde et tout à coup, il y a des gens qui, depuis l'Inde, depuis l'Afrique du Sud, depuis le Brésil, disent au Canada, disent à l'Allemagne, disent aussi au Chili, à tout le monde, etc. Donc, l'idée a fait une route extraordinaire en un peu plus d'un demi-siècle. Ce que révèle l'UPR, ce qui me frappe le plus, c'est comment on est sorti aussi de la dialectique guerre froide, les droits civils politiques, droits économiques, sociaux et culturels. Tranquillement s'installe l'idée que tous les droits nourrissent tous les droits. Et qu'on ne peut pas avoir un volet et dire l'autre, on verra, ce sera progressif, etc. Il faut rappeler, parce que le dialogue, c'était les États-Unis disaient vous avez des dissidents en prison, et les Soviétiques disaient peut-être, mais vous avez beaucoup de pauvres, voilà. Et les Noirs gagnent moins cher que les autres. Il y a quelque chose qui se défait de ce débat actuellement. Il y a vraiment quelque chose, je crois, qui se défait. Je dirais aussi que, tranquillement, l'Occident apprend des choses. On n'a pas la table des droits à tout jamais. La Déclaration universelle, ce n'est pas un texte définitif. Par exemple, nous, on a lu la Déclaration universelle des Occidentaux au titre des droits. Et on est allé très loin dans ça. Les droits, etc. Les penseurs asiatiques, et il y a de très grands penseurs asiatiques, les Coréens notamment sont très intéressants, disent « On achète à peu près tout ce que vous avez dit sur les droits. Pouvez-vous nous écouter sur la responsabilité ?» Et je me dis, il y a des choses qu'on entend, qu'on n'entendait pas beaucoup, en tout cas. On les entend solidement en ce moment. Ça revient d'une façon forte. Je dirais aussi que le troisième élément, il y en a plusieurs, mais le dernier élément, c'est cette question d'égalité entre les sexes. Elle est partout dans le monde. Elle est débattue en priorité partout. Et elle est mise en œuvre presque nulle part. Il y a encore des écarts considérables, pas simplement équité au travail, professionnel, etc., mais dans le droit en général, sur le droit de posséder, sur le droit de faire un testament, sur le droit de léguer ses biens, sur le rapport au divorce, les droits des hommes et des femmes. La question est en débat partout. Et ça aussi, c'est un acquis de la deuxième moitié du XXe siècle. Mais avec pas suffisamment d'effets pour l'instant. Donc, vous êtes encouragé par l'intensification du débat, mais un peu attristé par l'absence de mise en œuvre suffisante et même certaines régressions. Cette question-là. Qu'est-ce que vous diriez, vous? Je ne sais pas. L'évolution est formidable sur le temps long, pour parler comme Brodel. Voilà. Parce que, effectivement, ce dialogue est inimaginable. Et puis, en plus, en même temps, le fait que certains pays suspects, entre guillemets, émettent aujourd'hui des critiques à l'endroit des démocraties occidentales, je crois que ça peut participer aussi à la dépolitisation des droits de la personne, qui ont souvent été utilisés, ne le cachons pas, ont été instrumentalisés très souvent par les démocraties occidentales pour camoufler des intérêts économiques ou autres. Peut-être que justement maintenant, grâce au travail du Conseil des droits de l'homme, grâce au fait que tous les acteurs étatiques maintenant participent à l'exercice, plus personne ne peut se dire le dépositaire, comme nous disions tout à l'heure, des droits de la personne, ce qui fait en sorte qu'il y a peut-être, espérons-le, une dépolitisation, enfin, on n'instrumentalisera plus les droits de la personne, souhaitons-le. Une désinstrumentalisation des droits de l'homme. Voilà. Alors, je répète le site internet www.upr-epu.org. Jean-Louis Roy, vous avez pensé à une plage musicale pour illustrer notre propos. Oui, vous m'aviez demandé de ça. Vous m'avez fait écouter beaucoup de musique hier soir, j'ai passé un long moment. Et j'entendais toutes sortes de musiques, toutes sortes de paroles qui sont assez près de la question des droits. Et je me disais finalement que il faut peut-être imaginer les paroles après tout ce qu'on s'est dit. Et j'ai apporté une musique qui vient des Balkans. Qui a été écrite au moment des événements, qui est une musique à la fois extrêmement puissante et extrêmement douce de quelqu'un qui est bien connu, qui est au Festival de Jazz de Montréal, Goran Bregovic. C'est une musique sur ce qu'il appelle la reconstruction intérieure. Alors, merci beaucoup Jean-Louis Roy d'avoir été avec nous, Karim Benyatleff également.
Et nous écoutons, grâce à vous, Goran Bregović, qui chante la traduction libre. Qui ne chante pas. Qui ne chante pas. C'est strictement instrumental, mais c'est puissant. Qui nous offre cette plage musicale sur la reconstruction intérieure. Nous sommes de retour à Planète Terre, l'émission des chercheurs du Cérium, et cette semaine, nous allons parler de politique française passée, un petit peu présente, mais surtout passée, avec notre collègue Karim Meïaklef. Karim, merci d'être là. Bonjour. Alors, Karim, vous avez lu pour nous Le sorcier de l'Élysée, déjà un beau titre, l'histoire secrète de Jacques Pillan, c'est par François Bazin, qui est directeur des pages politiques au Nouvel Obs. Alors, pourquoi y a-t-il une histoire secrète et pourquoi cet homme qu'on voit à la couverture, si on regarde la couverture, on voit à la fois François Mitterrand et Jacques Chirac. En quoi est-ce que ce monsieur Jacques Pillan est-il un sorcier? Écoutez, c'est une histoire presque invraisemblable. C'est un homme sorti de nulle part, un autodidacte en fait, qui est mort en 1998, mais autodidacte donc, qui un an avant l'élection de François Mitterrand en 1981, on se souviendra, était, pour arrondir les fins de mois, serveur dans une brasserie de la Porte-Maillot. Un an plus tard, il se retrouve au cœur du dispositif mitterrandien, puisqu'il a commencé à travailler un petit peu par la bande pour Jacques Séguéla. Jacques Séguéla, qui est le grand faiseur d'images publicitaires, qui a fait la campagne de Mitterrand en 81. Mais on s'aperçoit que ce Jacques Pillan n'était pas loin. Mais évidemment, il était un peu moins connu à l'époque, mais dès 84, Mitterrand l'appelle à ses côtés, il crée sa propre agence, il quitte donc Séguéla et forme sa propre agence. Mais qu'est-ce qui fait, revenons, parce que qu'est-ce qui fait que autodidacte serveur dans une brasserie, il se retrouve à conseiller le conseiller du président? C'était très étonnant. C'est parce qu'évidemment, c'est souvent des coups de chance. Il avait travaillé un peu dans une usine, dans une entreprise de cosmétiques. Il avait un peu d'expérience dans le marketing commercial. Et sur un coup de gueule avec un copain, il décide d'aller rencontrer Séguéla. Séguéla, qui avait sa porte relativement ouverte, les reçoit et bluffé, c'est le cas de le dire, un peu par ce Jacques Pillan, et décide de l'engager. Jacques Pillan, c'est un autodidacte, mais je parle de bluff, c'est un joueur de poker. C'est un joueur de poker, un véritable joueur de poker qui est fasciné par le jeu. Et pour lui, la vie politique, peut-être même la vie tout court, c'est un jeu où on peut miser gros, où on peut bluffer, voire même peut-être tricher. Alors, qu'est-ce qu'il apporte à Mitterrand en termes de communication? Alors, c'est vraiment le grand communicant, c'est un intuitif, parce que c'est un autodidacte, c'est vraiment le grand communicant qui, sans connaître les États-Unis, parce qu'on pourrait croire que sous ces grandes techniques du storytelling, du spinning, etc., sont anglo-saxonnes en général, mais va les adopter, même les élaborer sans connaître les techniques américaines. Un mélange de sondage quantitatif, de sondage qualitatif, avec des focus group, etc., une bonne dose d'intuition, et aussi une admiration sans borne pour Guy Debord et sa Société du spectacle. Et par conséquent, vous avez tous les ingrédients là d'un grand communicant politique. Alors, Guy Debord, il faut le situer, c'est l'auteur donc de la Société du spectacle, d'un groupe qu'on appelle les situationnistes, une critique de la vie politique et de la vie sociale tout court, en disant « tout est spectacle ». Alors, lui, il le dénonçait, mais Pillan décide de s'y baigner. Il le prend au mot. Il le prend au mot. Puisque c'est comme ça, d'accord. Alors je vais mettre en scène la vie politique française comme elle ne l'a jamais été. Et j'ai pour ce faire, il le dit à plusieurs reprises, l'artiste absolu, c'est François Mitterrand. François Mitterrand avec lequel il discute évidemment des stratégies, des tactiques, etc. Mais Mitterrand est un fin politique. Il voit très bien que ce Jacques Pillan comprend la chose politique, hume l'air du temps et accepte donc de participer à ses premières émissions politiques, comme par exemple « Ça nous intéresse, Monsieur le Président », au milieu des années 80, où François Mitterrand répond à des questions politiques d'Yves Mouroussi, le grand journaliste français à l'époque, mais également à des questions très terre-à-terre qui aujourd'hui apparaissent très naturelles, mais qui à l'époque l'étaient un peu moins, genre que pensez-vous de la mode ou de tel spectacle, enfin des questions un peu extra-politiques, disons, et ça a été un succès majeur. Donc on peut dire que c'est un peu le père de ce qu'on appelle maintenant la peopleisation en France de la politique, les hommes politiques qui sont plus je dirais pas sur le terrain, mais qui sont plus
utilisés un peu à toutes les sauces, qui sont descendus de leur piédestal de faiseurs de politique et de décideurs, à tort ou à raison. Il a un peu poussé Mitterrand dans ce sens. Il est un peu comme ça, mais en même temps, il est aussi l'homme de la rareté de la parole présidentielle. Alors, il ramène Mitterrand sur le plancher des vaches, mais il n'hésite pas à le remettre sur son piédestal, particulièrement en période de cohabitation avec Jacques Chirac lors de la première cohabitation. Il compare Mitterrand au dieu de l'Olympe. Et il dit, vous devez seulement descendre de l'Olympe pour lancer la foudre à l'occasion, vous devez être rare. Alors évidemment, c'est très amusant, parce que quand on compare au président actuel, Sarkozy, qui au contraire, lui, c'est une logorée verbale, c'est extrêmement présent, oui. Il ne cesse de s'agiter, c'est l'anti-Pilan. Pilan, lui, c'est la rareté de la parole présidentielle. Et d'ailleurs, les fameux surnoms qu'on donnait à Mitterrand par la presse française, on se rappellera, tonton, même Dieu, eh bien c'est Pilan qui les a soufflés aux journalistes. Il avait d'ailleurs un rapport très particulier avec les journalistes. Le livre nous en dit long sur le copinage, pour rester poli, entre les journalistes et les politiques en France. Pour Pilan, les journalistes, et je le cite, sont des gens pas très chers. Et il dit ça, il dit les journalistes ne sont pas très chers. Il dit ces gens ne sont pas très chers. Et effectivement, dans son ouvrage, on remarque qu'il a des rapports très étroits avec les hommes politiques, avec les journalistes politiques, et qu'il les utilise. Il comptait beaucoup sur le soutien des journalistes, parce que ses conseils étaient très courus par les patrons de presse. Alors même un journal comme Le Monde, Jean-Marie Colombani, qui était le directeur de publication du Monde il y a quelques années, qui avait été mis en place par Alain Menck, qui était un client de Temps Public, l'agence de Jacques Pilan, eh bien, Jacques Pilan est approché par le journal Le Monde pour s'occuper de la forme du journal, de messages qu'il doit livrer, etc. etc. Son positionnement. Donc, on a le même conseiller pour le président et pour le grand quotidien qui doit surveiller le président et critiquer. Absolument. Alors là, ça donne je n'irai pas dans les détails, mais enfin, ça donne vraiment des amalgames ou des cocktails assez explosifs. Et ce n'est pas terminé, parce que non seulement, non content de conseiller Mitterrand et d'assurer sa réélection triomphale en 88, et Mitterrand a reconnu sa dette à l'endroit de Pilan à ce moment-là, eh bien, pendant la deuxième cohabitation entre Balladur et Mitterrand... Oui, il faut juste rappeler ce que c'est. Une cohabitation, c'est lorsque le président représente un parti politique, dans ce cas-là, Mitterrand, le Parti socialiste, et que l'Assemblée nationale est majoritairement de droite. Voilà. Et dans ce cas-là, le premier ministre est de droite, ce qui était le cas de Jacques Chirac, et ensuite d'Édouard Balladur. Donc, on avait un président de gauche et un premier ministre de droite. C'est ça. Donc, on est en 93-95. On en a parlé dans une des émissions au sujet d'Édouard Balladur. Et bien, à ce moment-là, Jacques Pilan est approché secrètement par Claude Chirac, qui s'occupait de la communication de son père, et Jacques Chirac, pour s'occuper du candidat Chirac, qui est, rappelons-nous, absolument au dernier, très bas dans les sondages. Et alors, il le rencontre secrètement, et effectivement, il s'occupe de sa campagne, tout en recevant à l'occasion un certain Nicolas Sarkozy, qui était jeune ministre du budget d'Édouard Balladur, et qui l'approchait, qui voulait qu'aussi Pilan entre dans l'équipe Balladur. Donc là, résumons-nous. Pilan est officiellement le conseiller du président en exercice François Mitterrand, qui en est à son deuxième mandat, qui a réussi à se faire élire en niant le fait qu'il était victime d'un cancer. Bon, alors d'une part. Alors d'autre part, Jacques Chirac, par sa fille, le contacte pour avoir des conseils pour remonter la pente, parce que même à droite, Jacques Chirac est en train de se faire doubler par Édouard Balladur, dont le numéro 2 est Nicolas Sarkozy, qui lui-même va voir Pilan pour avoir des conseils. Alors, il n'y a que les trotskistes, finalement, qui ne vont pas lui demander... Même pas, parce que Julien Drey, trotskiste, était un ami et un client de Jacques Pilan. Tout le monde va le voir. C'est incroyable. C'est vraiment phénoménal. Le tout Paris, à droite comme à gauche, les grands patrons comme les syndicalistes, Michel Rocard comme Lionel Jospin, ils passent tous par la case Temps Public, qui est l'agence de Pilan. Tant et si bien qu'il conseille donc Jacques Chirac, qui est élu, comme vous le savez, triomphalement. La fracture sociale, on croit souvent que c'est Philippe Séguin qui est mort récemment, mais apparemment, c'est Jacques Pilan qui a... Alors, Jacques Chirac a fait toute sa campagne sur le fait que lui serait un président qui allait souder la fracture sociale, c'est-à-dire les inégalités, alors qu'il a fait exactement le contraire avec Alain Juppé, son premier ministre, qui a été très dur sur les réductions de dépenses. Mais donc, c'est quelqu'un qui n'a aucune idéologie. Donc, pour lui, c'est un jeu. Aider la droite, aider la gauche. C'est un peu un jeu. On en parle beaucoup, ces questions éthiques à un moment donné, parce que c'est quand même un militant qui a un peu une certaine fibre de gauche. Mais il balaye ces questions. Il dit, le seul principe que j'ai, c'est de ne pas avoir de principe, à un moment donné, ce qui en dit long. Et il cite, à un moment donné, le cardinal de Retz, on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Et effectivement, c'est ce qui lui arrive. Parce que pendant les 2 premiers septennats de Mitterrand, il est resté relativement secret. Il n'a donné aucune interview, etc. À la suite de la réélection de Mitterrand, il s'est fait un peu plus présent.
mais pas tellement. Mais c'est vers la fin du septennat de Mitterrand qu'on a commencé un peu à s'intéresser à lui. Et avec l'élection de Jacques Chirac, quand tout le monde s'est aperçu que Jacques Pilan avait travaillé pour Jacques Chirac, qui même Mitterrand ne le savait pas, et Mitterrand a dit à ce moment-là, Pilan, quel culot, eh bien... Ce qui était un compliment. Qui était un compliment d'une certaine manière. Et là, on a commencé à savoir qui était ce fameux Jacques Pilan. Et on sort de l'ambiguïté à son détriment. Et là, il a commencé à faire l'objet d'attaques assez sérieuses. Mais heureusement ou malheureusement, enfin, évidemment, il est décédé peu de temps après l'élection, 2-3 ans après l'élection de Chirac. Donc, en plein succès. Donc, il avait trois présidentielles victorieuses. Trois présidentielles. Comme je dis, il conseillait le tout Paris politique, mais aussi le tout Paris des affaires. C'était un homme qui, encore une fois, en 80, était serveur dans une brasserie et qui a fini à Paris comme le grand Manitou de la chose politique. Alors, c'est un livre, Le sorcier d'Élysée, qui vient de sortir chez Plon et qui nous fait entrer finalement dans les coulisses de la politique française. Les coulisses. Alors vraiment, François Bazin a eu encore une fois un accès exceptionnel aux collaborateurs de Jacques Pilan, qui ne tenait rien par écrit d'ailleurs. Ah. Il a eu quand même accès donc à ses collaborateurs, à son épouse, à sa fille, etc. Et évidemment aux hommes et aux femmes politiques qui ont marqué cette époque. Et tout le monde est passé par son bureau, de droite jusqu'à gauche. Comment vous allez faire, Karim, pour illustrer musicalement ce propos? C'était difficile. C'était pas évident, un personnage comme celui-ci. Alors j'ai pensé après avoir longtemps réfléchi, à la chanson de Léo Ferré, Ni Dieu, ni Maître. Ah. Alors pourquoi? Parce que ce Jacques Pilan se décrivait parfois comme un situationniste, même si évidemment il était au cœur de la situation, de la chose politique et de la situation. Et en même temps, comme il aimait beaucoup Mitterrand, il s'en est quand même détaché. Et comme il a donné ce surnom à Mitterrand de Dieu, il dit ni Dieu, donc ni Mitterrand, ni Maître, ni même Chirac. Alors, on pourrait ajouter ni principe. Sûrement. Karim, encore merci de nous avoir fait part de vos lectures. Alors, je répète, Le sorcier de l'Élysée de François Bazin, c'est chez Plon, et nous écoutons, grâce à vous, Léo Ferré, Ni Dieu, ni Maître. Avec la peur du temps. Le ministère de ce prêtre et la pitié à la fenêtre et le client qui n'a peut-être ni Dieu, ni Maître. Voilà, c'était notre émission pour cette semaine. Merci d'avoir été avec nous. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les personnes qui ont été interviewées, sur les livres dont nous avons discuté, les sites Internet que nous avons évoqués, venez sur le site serium.ca à la page planétaire et vous aurez toutes ces informations. Vous verrez également sur le site les annonces de nos activités publiques. Vous y êtes conviés, elles sont ouvertes et gratuites. Nous serons heureux de vous y voir. Et également, vous verrez des informations sur les écoles internationales d'été du Serium qui se dérouleront début juillet. Merci à l'équipe technique de l'émission, Luc Laflamme, Ognian Guerguiev, et je vous souhaite une bonne semaine et j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour une autre émission de Planète Terre. Après 3 ans d'école d'été, c'est toujours aussi bien, c'est vraiment, l'atmosphère est sympathique. C'est une chance vraiment unique pour nous de pouvoir essayer de parsemer encore plus notre éducation. Peut-être c'est le thème qui a rendu l'ambiance décontractée, mais en tout cas propice à l'apprentissage. J'apprends énormément de choses sur mon propre travail. Je trouve que c'est enrichissant. Et les messages, les nuances qu'on essaie de faire passer sont vraiment très très bien intégrés par les étudiants. Au bout d'un moment, il se crée une espèce de communauté, ce qui fait qu'on a un certain nombre de questions qui, même si elles ne sont pas au programme, viennent traiter dans le cadre des discussions. Je me rends expert moi-même en faisant ça.